Bonjour à tous et bienvenue à ce séminaire consacré à l'optimisation fiscale et qui s'intitule Comment tirer le meilleur parti de votre société. Alors, je suis Alexandre Deminck et j'ai le plaisir de partager aujourd'hui l'écran et le micro avec Guillaume Schmitt qui est associé à Accountancy et donc qui présentera diverses mesures qui ont été modifiées très récemment, notamment dans le cadre de l'accord Arizona. Alors au menu aujourd'hui, quelques outils que nous avons décidé de mettre sous la loupe, les remboursements de frais propres à la société, la location immobilière, la rémunération de dirigeants d'entreprise par le biais de la mise à disposition d'un immeuble à titre gratuit, les réserves de liquidation et le régime de VVPR bis, quelles sont les modifications et quelle est l'utilité de l'une ou l'autre mécanique, les tantièmes, et puis vous l'aurez suivi dans la presse, hein, les sociétés de management sont sous le feu. L'ancien ministre des Finances, Van Petegem, n'ayant pas pu je dirais, finaliser la réforme fiscale qu'il avait anticipée sous le précédent gouvernement, est revenu dans la presse à différentes occasions pour remettre en cause le régime fiscal actuel des sociétés de management. Les remboursements de frais propres à la société, la définition de rémunération pour un dirigeant d'entreprise est très large. L'article 32 prévoit notamment que les rémunérations des administrateurs sont toutes les rétributions qui constituent pour le bénéficiaire le produit de l'exercice de son mandat ou de ses fonctions d'administrateur ou de liquidateur ou de fonctions analogues. Cependant, le législateur a considéré que lorsque l'administrateur prenait en charge des dépenses qui étaient propres à la société, c'est-à-dire des dépenses qui auraient dû être supportées par la société, eh bien, il peut se voir rembourser ces frais sans que ceux-ci constituent de la rémunération. Le législateur, dans sa grande sagesse, a prévu une présomption légale de non-impossibilité dès lors que deux conditions sont remplies. Première condition, l'indemnité est destinée à couvrir des frais qui sont propres à la société, comme l'indique le nom de cette mesure. Et deuxième condition, il faudra pouvoir démontrer que l'administrateur a effectivement consacré les sommes qui lui ont été remboursées à supporter des frais qui étaient propres à la société. Quelques exemples relativement connus, l'indemnité kilométrique pour déplacement professionnel, les frais de téléphone, les frais de bureau, on connaît aussi les per diem, la matière est encadrée. Alors, c'est à l'administration qu'il convient de démontrer, lorsqu'elle souhaite remettre en question le caractère de frais propres à la société, le caractère de rémunération. L'administration s'adressera à la société et lui demandera de démontrer que les deux conditions que je viens d'évoquer sont remplies. À défaut de pouvoir démontrer les conditions, l'indemnité n'en devient pas pour autant taxable dans le chef de l'administrateur, mais je dirais l'administration, dès lors que les conditions ne peuvent pas être démontrées, aura à dessein de démontrer à ce moment-là que le remboursement est en réalité une rémunération déguisée dans le chef de l'administrateur et souhaitera les imposer. Les différentes catégories de frais propres à la société ou à l'employeur qui peuvent être utilisées. Alors, soit nous sommes dans un cadre de pièces justificatives, hein, c'est-à-dire que l'administrateur rentre un justificatif relativement à la dépense qu'il a supportée. Soit la société peut rembourser sur une base forfaitaire les frais qui ont été supportés
par l'administrateur. Et lorsque la société utilise cette mécanique, soit le remboursement est fait sur base de normes sérieuses, soit sur d'autres critères. De manière générale, les normes sérieuses, on va les retrouver par le biais de remboursements qui sont effectués par l'État au profit de ses fonctionnaires, hein. C'est notamment en matière de frais de séjour à l'étranger. Ce sont des indemnités qui sont prévues par circulaire et qui, à l'origine, sont adressées aux fonctionnaires. Il en va de même pour l'indemnité kilométrique. Soit on peut se raccrocher à des circulaires établies par l'administration fiscale et qui viennent encadrer ces mécaniques de remboursement forfaitaire, ou bien encore on se référera aux décisions anticipées qui, là également, rendent des rulings en vue de qualifier ou, je dirais, de lister les différents frais qui peuvent être remboursés de manière forfaitairement et y attache en général en fonction d'une catégorie d'employés ou en fonction d'une situation de fait pour l'administrateur des montants. Exemple de normes sérieuses, les déplacements professionnels, les frais de bureau à domicile et les frais liés aux différentes méthodes de connexion, notamment Internet. Ces frais font l'objet de circulaires qui fixent des montants forfaitaires et donc l'administrateur peut s'y référer pour pouvoir établir une politique de remboursement de frais forfaitaires. Frais de séjour en Belgique et à l'étranger, là, comme je le disais, ce sont également des matières qui sont encadrées par le biais de circulaires. D'autres critères peuvent être utilisés et là, en général, ce que l'on peut conseiller, c'est d'avoir une période test en vue d'établir des montants forfaitaires et de garder, je dirais, la plupart des justificatifs pour pouvoir établir que le forfait remboursé à l'administrateur couvre bien des frais qui étaient propres à la société. Hein. De manière générale, on utilise alors des frais de représentation, des frais de voiture, des frais de documentation, frais de téléphone et d'autres types de frais en général qui sont repris sous le vocable de frais de représentation. Les types de frais qu'on retrouve le plus souvent dans les décisions de la commission de ruling, du service des décisions anticipées, sont les indemnités pour les frais visant à promouvoir l'entreprise, hein, les petits cadeaux, réceptions, pourboires. On retrouve énormément de décisions pour les travailleurs salariés, un peu moins pour les dirigeants, mais je dirais les critères qui sont mis en avant pour l'une et l'autre catégorie peuvent être utilisés et reproduites dans le chef des dirigeants d'entreprise. De manière générale, on fait varier en fonction, je dirais, du type d'activité qui est exercée par l'administrateur, le remboursement entre 30 et 150 euros sur une base mensuelle. Attention toutefois à ne pas créer des doublons. Les frais qui sont remboursés sur une base forfaitaire ne peuvent pas faire l'objet à ce moment-là d'un remboursement sur la base de justificatif. Attention également à respecter, je dirais, les formalités fiscales et administratives liées au reporting du remboursement de frais. Le dirigeant d'entreprise, de manière annuelle, reçoit de la part de sa société une fiche 281.20. Vous remarquerez qu'en fin de la fiche, vous avez un cadre qui est réservé au remboursement de frais. Et depuis récemment, il convient de reprendre le type de remboursement qui a été effectué. Donc, est-ce qu'il a été effectué sur base justificative ou sur base forfaitaire et de préciser si, lorsqu'on a utilisé les remboursements sur base forfaitaire,
nous nous sommes basés sur des normes sérieuses ou sur d'autres critères, hein, et le montant, à ce moment-là, doit être mentionné sur la fiche 280.10. À défaut de remplir les formalités administratives, une amende administrative peut être appliquée par l'administration fiscale, mais je dirais de manière plus embêtante, la société pourra supporter une commission secrète et être imposée à ce moment-là sur les frais qui n'auront pas fait l'objet du report sur la fiche. Autre outil qui est souvent utilisé par un administrateur, la location immobilière. Donc, lorsque le dirigeant d'entreprise est propriétaire d'un bien immobilier, il peut donner en location ce bien immobilier à sa société. Depuis assez longtemps, hein, l'administration revoit ces mécaniques et l'administration surtout a indiqué que des pratiques abusives pouvaient être poursuivies par les administrateurs et donc vous avez une mesure de requalification des loyers excédentaires au titre de rémunération. Alors, on parcourra les limitations dans le cadre d'un exemple. Pourquoi la location immobilière demeure intéressante? Ben, tout d'abord, parce que le dirigeant d'entreprise, au lieu de percevoir un revenu professionnel, va percevoir un revenu immobilier. L'article 7 du Code prévoit que lorsque la location immobilière n'est pas effectuée pour des buts d'habitation privée, eh bien, le dirigeant sera taxé non pas sur le revenu cadastral, mais sur les loyers et avantages locatifs qu'il a perçus. Cependant, pour déterminer le revenu net immobilier taxable dans le chef du dirigeant, le code prévoit une déduction forfaitaire de 40% sans que cette dernière ne puisse dépasser les 2 tiers du revenu cadastral revalorisé selon un coefficient qui évolue année par année. Donc, la rémunération, l'allocation immobilière donnant un revenu immobilier demeure une alternative intéressante à d'autres formes de rémunération. D'autant plus si le bail est meublé, à défaut de prévoir une quote-part du loyer qui couvre les meubles et la partie immobilière, le code prévoit que la partie immobilière est censée être représentée par 2/5 du montant total du loyer. Alors là aussi, pour les revenus immobiliers, il y a l'application d'une déduction forfaitaire de frais à concurrence de 50%. Et donc, l'administrateur qui perçoit une partie mobilière dans le cadre de son bail du bien immobilier meublé reportera à ce moment-là non plus des revenus immobiliers, mais des revenus mobiliers bénéficiant de cette déduction forfaitaire de 50%. Alors, depuis 2023, les loyers, pour être déductibles dans le chef de la société, doivent faire l'objet d'une annexe spécifique, l'annexe 270 MLH. Sa suppression a été annoncée par le nouveau gouvernement, mais malgré un examen attentif, je n'ai pas retrouvé encore, je dirais, le texte qui acte cette suppression. Donc, pour le moment, cette obligation est toujours d'application. Un exemple pratique, Michel loue 25% de son habitation, dont le revenu cadastral est de 1 500 €. Il opère une location à sa société et perçoit un revenu, un loyer mensuel de 350 €. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, l'administration fiscale a encadré, et par le biais du législateur, a encadré ces pratiques et le législateur a acté une disposition anti-abus spécifique visant à requalifier les loyers excédentaires en rémunération. Donc, dans le cas de Michel, pour déterminer si le loyer qu'il perçoit
excède ce qu'on pourrait qualifier de loyer raisonnable, eh bien, on applique la formule suivante. On prend le revenu cadastral qu'on multiplie par la superficie donnée en location à la société. On multiplie à nouveau par 5 tiers et par ce fameux coefficient de revalorisation qui est fixé pour l'année de revenu 2025 à 5,63. Et ce qu'on constate, c'est que le loyer maximal, ou en tout cas qui ne sera pas requalifié par l'administration fiscale et qui constituera un revenu immobilier, est de maximum 3 518 euros. C'est sur cette base que le forfait de frais de 40% est appliqué. Nous obtenons 1407 euros et le revenu locatif net imposable de Michel s'élèvera à ce moment-là à 2111 euros. La différence entre le loyer considéré comme étant raisonnable et le loyer requalifié, la partie du loyer requalifié en rémunération, doit, quant à elle, être reportée au titre de rémunération ensuite de la requalification. Et cette quote-part requalifiée sera dès lors traitée comme rémunération imposable au taux progressif et soumise aux cotisations sociales pour travailleurs indépendants. Autre moyen, je dirais, d'utiliser l'immobilier pour optimiser sa situation fiscale, la mise à disposition d'un immeuble gratuitement au profit du dirigeant pour la société. Là, je dirais, attention, on a une jurisprudence qui est foisonnante, hein. L'administration a tendance à remettre en cause le caractère déductible des frais immobiliers supportés par la société, au motif que ceux-ci ne sont pas exposés en vue d'acquérir ou de conserver des revenus professionnels. Et donc, la jurisprudence, et en particulier la jurisprudence au nord du pays, a établi des critères pour, je dirais, reconnaître la déductibilité de ces frais immobiliers. Et ces critères sont résumés sous le vocable qu'on intitule la théorie de la rémunération. Et donc, je dirais, si vous lisez ces décisions judiciaires, vous verrez que les juges sont très attentifs à la justification du caractère de rémunération au profit de l'administrateur et lie en réalité cette qualité de rémunération à la déductibilité des frais au niveau de la société. Et donc, ce qu'on peut conseiller et ce qu'on relève dans ces décisions, c'est que le traitement comptable et, je dirais, les formalités juridiques, administratives liées à l'octroi de la rémunération, la justification des prestations de l'administrateur par le biais de timesheets, d'échanges, la nature des PV, les mentions reprises dans les PV sont importantes pour pouvoir justifier de ce caractère de prestation réelle et significatif fourni par le dirigeant d'entreprise. Voilà, je vais prendre le relais sur la présentation d'Alexandre. Vous avez ici une question état pour ceux qui ont besoin d'une attestation éventuelle. Voilà, je laisse y répondre et je vais prendre le relais sur le partage de l'écran. Voilà, j'espère que ça fonctionne bien, qu'on voit mon écran. Donc, dans la partie suivante, on va aborder la question des dividendes et notamment des deux régimes dérogatoires plutôt avantageux qui sont la réserve de liquidation et le régime du VVPR bis. Voilà. Ici, quand on parle de réserve de liquidation, de régime de VVPR bis, on parle tout d'abord d'une distribution d'un dividende. Un dividende, c'est quoi? Un dividende, c'est
une distribution des réserves taxées d'une société. Donc ici, on n'est pas dans le cadre d'une rémunération, on se situe après, on est après les remboursements de frais et des loyers dont Alexandre vient de parler. On regarde ce qui reste comme bénéfice après et on peut le distribuer sous forme de dividendes. Les éléments dont Alexandre a parlé portent sur des éléments de rémunération du dirigeant. Ici, on se situe au niveau de la casquette de l'actionnaire. Le cas de figure dont on parle dans ce webinaire ici est vraiment le cas de figure du dirigeant qui est également actionnaire et qui peut coupler les différents types de revenus, qui peut trouver un point d'équilibre, se rémunérer à la fois sous forme de rémunération alternative, comme on l'a dit avant, les remboursements de frais, mais également les dividendes. Alors, dans le cas d'un dividende, le postulat change un peu parce qu'ici, pour le dirigeant, le dividende constitue un revenu mobilier. Ce revenu mobilier est en principe imposable au taux distinct de 30%. On le verra après, justement, avec les deux régimes qui font l'objet de cette partie, que ce n'est pas toujours le cas. Dans le chef de la société, le dividende qui est distribué est une affectation de bénéfices et n'est pas déductible pour la société. On vient distribuer des réserves qui ont déjà été taxées à l'impôt des sociétés. Ce dividende, donc, n'est pas déductible dans son chef. Un des avantages, outre le volet fiscal, d'un dividende est qu'on n'est pas dans un revenu professionnel et on ne soumet dès lors pas ce revenu aux cotisations sociales. Quand vous savez que les cotisations sociales s'élèvent à un montant assez important, ici, on a déjà un premier gain assez immédiat qui est non négligeable. Ensuite, je vous disais, le taux de base, c'est 30%. On va évoquer ici deux régimes qui vous permettront de bénéficier de taux réduits. Alors, on a le régime du VVPRBIS, dans le cadre duquel on peut bénéficier d'un taux de 15 ou 20%. On verra également que ce taux de 20% est amené à disparaître. Mais voilà, il existe encore, en tout cas pour les apports effectués avant une certaine date. Ça, c'est le premier régime. Le deuxième régime, c'est celui de la réserve de liquidation, dans le cadre duquel on peut ici sortir des dividendes, alors avec des taux réduits de 5, 6,5 ou voire même 0 en cas de liquidation de la société, mais avec le paiement d'une cotisation distincte de 10%. Ce sont les deux régimes qu'on va examiner ici par la suite. L'objet, c'est de comparer tout d'abord ces deux régimes. Parce qu'on parle souvent de la réserve de liquidation, du régime du VVPRBIS. On ne sait pas trop lequel on peut appliquer à quel moment, lequel est utile à quel moment. Ici, le but des quelques slides qu'on va parcourir ensemble et de l'exposé que je vais vous donner, c'est de pouvoir sortir en se disant, OK, dans mon cas de figure, je vais utiliser un tel régime ou au contraire, je vais utiliser un autre parce qu'il est plus approprié. Ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que chacun des régimes s'applique pour les petites sociétés. Les petites sociétés qui ont une définition au niveau du Code des sociétés qui s'applique également au niveau fiscal. Dans le cas de la réserve de liquidation, il faut qu'on ait une petite société au moment où on constitue la réserve de liquidation. C'est à ce moment-là qu'on va vérifier si on a une petite société. Pour le VVPRBIS, on va regarder si c'est une petite société au moment où on effectue l'apport. Je précise ici également une première grosse distinction, c'est qu'une réserve de liquidation peut a priori être constituée dans n'importe quelle petite société indépendamment de sa date de constitution. Dans le cadre du régime du VVPRBIS, il ne s'applique que pour les apports qui ont été effectués après une certaine date, qui est le 1er juillet 2013. Le régime du VVPRBIS, c'est un régime qui s'applique par action. Donc, on peut très bien avoir une société qui a été constituée avant le 1er juillet 2013, qui a émis par la suite des nouvelles actions et se retrouver alors avec certaines actions qui sont éligibles et d'autres qui ne le sont pas. Donc, conceptuellement, le VVPRBIS, c'est vraiment quelque chose où on regarde par action si on remplit les conditions ou pas. Et comme je dis, on peut vraiment avoir des sociétés dans lesquelles, pour certaines actions, on aura droit au régime, à appliquer le régime, et pour d'autres, ce ne sera pas le cas. Et donc, on va avoir des taux de précompte différents en cas de distribution de dividendes. Le principe en termes d'imposition du revenu, on a eu une modification législative qui a été publiée avec une loi de fin juillet de cette année, qui est venue un peu changer. Ce n'est pas des gros changements, mais il faut quand même du coup faire une distinction maintenant selon la date à laquelle sont constituées les réserves ou ont été effectués les apports pour le second régime. Il y a quelques petites modifications qui sont assez importantes. En ce qui concerne le régime de la réserve de liquidation, je vais tout d'abord regarder le régime maintenant qui s'applique pour les réserves qui ont été constituées au plus tard, ou qui seront, parce qu'on n'y est pas encore, au plus tard le 31 décembre 2025. On va avoir ici, on a 4 cas de figure qui vont être possibles. 3 cas de figure si on distribue un dividende et 1 cas de figure si on liquide la société.
Si on distribue un dividende, ben, le premier cas de figure, c'est de se dire la réserve qui a été constituée a été détenue pendant au moins 5 ans à partir du dernier jour de la période imposable de la Constitution. Le dernier jour de la période imposable, c'est si on constitue une réserve au bilan en 2024. Le dernier jour sera le 31 décembre 2024, et donc on va commencer à compter à partir du 1er janvier 2025. Là, on regarde si on a atteint 5 ans ou pas. Si on a atteint 5 ans, dans ce cadre-là, une distribution de dividendes qui sera prélevée sur cette réserve sera soumise au taux de précompte de 5%. Ça, c'est le premier cas de figure. On a un deuxième cas de figure qui est nouveau, qui est apparu avec cette nouvelle loi dont j'ai parlé juste avant, qui est de dire, ben, maintenant, on a une réserve qui a été conservée pendant moins de 5 ans, mais plus de 3 ans. Dans ce cadre-là, on a un nouveau taux de 6,5% qui est applicable et qui sera le taux du précompte sur le dividende qui sera distribué et qui aurait été prélevé sur cette réserve détenue entre 3 et 5 ans. Ensuite, on a le cas de figure d'une réserve de liquidation où on va prélever un dividende dessus, mais on ne l'a pas conservé au moins 3 ans. Dans ce cadre-là, on aura un taux du précompte à 10%. Et enfin, le dernier cas de figure, ça ne change pas, et c'est un peu le but même de la disposition à la base, c'est de dire, bah, on a une réserve de liquidation qui a été constituée, on liquide la société. Dans ce cadre-là, indépendamment du délai de conservation, si elle est distribuée au moment de la liquidation de la société, on ne paye pas de précompte. C'est assimilé à du capital libéré à ce moment-là, et on ne repaye pas de précompte au moment de la distribution. Ça, ce sont les 4 cas de figure qui s'appliquent pour des réserves qui ont été constituées au plus tard le 31/12/2025. Pour faire un peu l'analogie avec le régime du VVPR bis, on va regarder dans ce cadre-là quels étaient les régimes qui sont en place pour les apports qui ont été effectués au plus tard à cette même date du 31/12/2025. Et après, mon slide suivant aura pour objectif de regarder le nouveau régime pour les apports et les réserves constituées après cette date. Dans le cadre du régime VVPR bis, dans ce cadre-là, si on a des apports qui ont été effectués, donc des nouvelles actions qui ont été émises entre le 1er juillet 2013, on parlait, c'est la date clé, et le 31 décembre 2025, on a 2 taux qui sont superposés. Le premier cas de figure, c'est un dividende qui est alloué lors de la répartition bénéficiaire du deuxième exercice comptable qui suit celui de l'apport. Attention que ce n'est pas le deuxième exercice comptable de la société, mais c'est le deuxième exercice comptable après celui de l'apport. En réalité, du coup, ça fait le troisième. C'est la définition est assez complexe, ou en tout cas, on aurait pu la faire plus simple, mais voilà, il faut être très attentif à ça, et on voit souvent peut-être des dividendes distribués une année trop tôt à cause de cette confusion. Dans ce cadre-là, le taux du précompte sur le dividende distribué sera de 20%. Si maintenant, on a un dividende qui est alloué ou distribué lors de la répartition bénéficiaire du troisième exercice qui suit celui de l'apport ou ceux qui suivent après, là, on a un taux de précompte à 15%. Alors, la différence, c'est que dans le cas d'un VVPR bis, c'est le taux réduit s'applique sur le précompte, mais on n'a pas dû payer une cotisation distincte au préalable pour constituer la réserve. Donc, ça explique la raison pour laquelle on a des taux qui paraissent assez différents ici entre le régime de la réserve de liquidation, où on a 6,5% qui sont assez avantageux, mais on se rappelle qu'on a payé 10% en amont. Ici, dans le cas du VVPR bis, ce n'est pas le cas, et donc on a ce taux de 15 ou de 20%. Et je vais prendre, donc ça c'était le régime pour les réserves qui ont été constituées au plus tard le 31/12/25 ou les apports effectués à cette date. Et maintenant, je prends les régimes tels qu'ils vont s'appliquer pour, soit dans le cas de la réserve de liquidation, une réserve qui a été constituée après le 31 décembre 2025, ou dans le cas du régime VVPR bis, un apport qui a été effectué après le 31 décembre 2025, que j'ai mis à partir du 1er janvier 2026, c'est la même date. Dans le cas de la réserve de liquidation, pour ces réserves-là, on va venir tout d'abord supprimer le taux de 5%, mais également délai de 5 ans. On va vous dire, à partir de ça, on va juste conserver le taux de 6,5, mais on va retenir un délai de 3 ans. La raison, c'est qu'on avait une trop grande différence entre les deux régimes, le régime du VVPR bis et la réserve de liquidation. Deux différences, pourquoi? D'une part, le délai était plus long pour la réserve de liquidation. Du coup, on est venu corriger ça en mettant un délai de 3 ans. Et d'autre part, quand on payait une cotisation de 10%, mais c'est un calcul en dedans, et qu'on venait après appliquer un taux de 5% sur à titre de précompte mobilier sur le dividende, on avait en réalité un taux global qui était inférieur à 15%, qui se situait au-delà de 13, entre 13 et 14%. Donc l'idée, ça a été vraiment d'aligner les deux régimes pour avoir quelque chose de vraiment cohérent et de similaire.
Ça ne s'applique que pour les réserves qui seront constituées après le 31 du 12 2025. Si par contre, dans ce cadre-là, on a constitué une réserve de liquidation, on a payé les 10%, mais on vient prélever un dividende sur une réserve qui n'a pas été détenue pendant au moins 3 ans, dans ce cadre-là, et là par contre c'est plus strict qu'avant, on vient appliquer un taux de 30%. Mais rappelez-vous que vous avez déjà payé 10% en amont. Donc ici, on a un taux qui fait presque office de sanction. Mais comme la période a été raccourcie, a priori, on aura moins de cas de figure à ce niveau-là. Et par contre, pour les distributions d'une réserve de liquidation à l'occasion de la liquidation de la société, dans ce cadre-là, on n'a toujours pas de précompte, on assimile toujours cette réserve de liquidation à du capital fiscal libéré, et donc on le distribue sans précompte mobilier aux actionnaires. Voilà, ça c'est pour la réserve de liquidation. Et si maintenant je reviens dans mon cadre régime VVPR bis, et là je me situe dans le cadre où on a un apport qui est effectué pour des actions après le 1er janvier 2026, ben, typiquement une société qui est constituée à partir de l'année prochaine. Là, forcément, tous les apports sont des apports qui seront effectués après le 1er janvier 2026. Dans ce cadre-là, on aura uniquement le taux de 15% qui va s'appliquer pour les répartitions bénéficiaires après le troisième exercice. Donc le taux de 20% disparaît. Mais je prends mon cas de figure, j'ai une société que j'ai créée maintenant, j'ai émis 100 actions. L'année prochaine, je fais une augmentation, je mets 100 nouvelles actions. J'aurai 100 actions qui seront éligibles à l'ancien régime, donc pour lesquelles je pourrais éventuellement déjà avoir 20%, et les 100 autres qui ne seront éligibles que dans ce nouveau régime. Donc vous voyez que c'est vraiment par action qu'on doit compter tout ça. Alors, ça, c'était pour les taux d'imposition au niveau du précompte mobilier. Je le rappelle, j'ai déjà dit, pour une réserve de liquidation, on a une cotisation spéciale à payer au moment de la constitution de la réserve. Donc, on a un préfinancement, en quelque sorte, de l'impôt, puisqu'on paye à ce moment-là la cotisation, mais on ne peut pas encore profiter de ces fonds qui vont rester bloqués dans une réserve de liquidation, dans un compte distinct au niveau du passif, pendant la durée, ben ici, d'au moins 3 ans maintenant dans le nouveau régime, si on veut vraiment pleinement profiter du régime. Ensuite, si on distribue la réserve plus tard sous forme de dividende, on a un précompte mobilier qui sera retenu par la société à charge de l'actionnaire. C'est le même cas au niveau du VVPRB. Donc, le précompte est retenu par la société et l'actionnaire touche un montant net de précompte. C'est un revenu qui est à déclaration facultative pour lui. Et le précompte est reversé à l'État par la société à ce niveau-là. Un autre élément où on a une différence assez significative et qu'il faut vraiment apprécier au moment où on choisit d'opter pour un régime ou l'autre, c'est qu'au niveau de la réserve de liquidation, on n'a pas d'obligation d'avoir un actionnaire qui reste propriétaire des actions. Dans le chef de la société, on paye les 10%, on constitue la réserve, elle reste dans les comptes de la société, quoi qu'il arrive. Donc, on peut changer d'actionnariat, on peut vendre les actions de la société, la réserve restera figée à ce moment-là. C'est assez important parce que si on a un actionnaire personne physique qui vend ses actions à une société, ben, la société, si elle détient le montant minimum pour avoir le régime des RDT, au final, ne va pas bénéficier de la réserve. Donc, il faut aussi avoir ça en tête. Par contre, dans le cas du régime VVPR 10, là, il y a une des conditions pour pouvoir bénéficier de ce régime, c'est que les actions soient détenues de manière ininterrompue par la personne qui a fait l'apport. Alors, j'ai mis ici, on a quelques exceptions en cas de donation, de succession, mais en tout cas, en cas de transfert à titre onéreux des actions, si on vend les actions de sa société et les actions étaient éligibles, le fait de vendre les actions a pour conséquence qu'on ne peut plus bénéficier du régime du VVPR bis pour ces actions qui ont été cédées. Ça, c'est fondamental, hein, parce qu'on parle quand même d'une différence, on passe de 30 à 15% sur des grosses réserves. C'est une économie d'impôt qui est non négligeable et on omet parfois de prendre en considération cette disposition. Voilà, ça c'est un point important. Ici, on a un slide où l'idée c'est un peu de regarder par rapport à certains critères de choix, est-ce qu'on va plutôt opter pour la réserve de liquidation ou le régime du VPR bis. En termes d'objectifs, la réserve de liquidation, on l'a mis ici, c'est plutôt quand on a un objectif de conservation à long terme des revenus dans la société et de liquider dans un futur proche, pas proche, peu importe, mais pour autant qu'on sait garder le cash dans la société. Hein, le but, c'est vraiment, si on veut profiter pleinement du régime, c'est de payer les 10% et puis de liquider, de ne rien payer à ce moment-là. Ça, c'est la meilleure piste à ce niveau-là. Ça, c'est le premier cas de figure. Ou alors, si on a une société qui n'est pas éligible au régime du VPR bis. Si la société a été constituée avant 2013,
Là, on a clairement un intérêt à se poser la question de savoir est-ce que je constitue ou pas une réserve de liquidation pour optimiser ma sortie de cash et payer un peu moins de précompte. Au niveau du VPR bis, alors il faut déjà être dans les conditions. Premier élément, on a dit il faut que les actions soient notamment émises après le 1er juillet 2013. Après, le VPR bis, l'avantage, c'est qu'il est immédiat. Une fois qu'on a rempli les conditions de délai, on a dit répartition bénéficiaire du troisième exercice qui suit celui de l'apport. Après, on y a droit immédiatement. Et donc, si on veut systématiquement sortir du cash, le régime du VPR bis, il est assez avantageux parce qu'on ne va pas préfinancer d'impôts, on ne paye pas de cotisation de 10% en amont et on peut sortir à 15% les réserves taxées. Donc, on voit que déjà en termes d'horizon, c'est un peu différent et que la réserve de liquidation a une sorte c'est une sorte de régime un peu résiduel si on n'a pas droit au VPR bis. Alors, en termes de régime d'imposition, j'ai remis ici, on a déjà parlé avant, on est dans des régimes qui sont assez similaires, même si vraiment l'objectif de la réserve de liquidation, c'est de payer ces 10%, puis de ne plus rien payer après. Donc, si vous savez que le but, c'est de liquider, de constituer une sorte de capital pension dans la société en se disant, je vais capitaliser dedans et après, je vais tout sortir à ma retraite quand je liquide la société, là, il y a un intérêt à passer par la réserve de liquidation, ce sera plus avantageux, ça coûtera un peu moins de précompte que le VPR bis. Alors, on a mis la disponibilité des fonds. Une période d'attente de 3 ou 5 ans selon le régime dans lequel on est par rapport à la date de constituant, etc., ce n'est pas négligeable. Alors que le VPR bis, pour autant qu'on ait atteint ce délai par rapport à la répartition au début de la société, mais une fois que la société a passé 4 exercices comptables, on est dans un plein régime et on peut distribuer immédiatement. Et donc là, on a vraiment une disponibilité beaucoup plus rapide par rapport aux bénéfices qu'on a engrangés de la société, pour lequel on a payé l'impôt des sociétés et qu'on a mis en réserve. Donc, cette question de timing est fondamentale aussi. On a des points d'attention qui ne sont pas les mêmes. Alors, le régime, par exemple, le régime de la réserve de liquidation, c'est une décision qu'on doit prendre chaque année au moment de l'affectation de résultats. Mais si maintenant je clôture, j'anticipe 2025, j'ai mon bilan qui va clôturer au 31 décembre 2025, j'ai la possibilité de constituer une réserve de liquidation. Je me suis dit à ce moment-là, non, je ne vais pas le faire. J'ai potentiellement droit au régime VPR bis. Je préfère redistribuer de manière immédiate. Puis, OK, on passe, on approuve les comptes, on les dépose. Puis je me dis, au final, j'aurais bien gardé le cash en société, payé, on ne peut plus. Donc, on doit prendre la décision au moment de l'affectation de résultats, mais on ne peut pas revenir sur des bénéfices d'exercices antérieurs. Déjà, il y a vraiment une sorte d'immédiateté à ce moment-là qu'on n'a pas dans le VPR bis, puisque le VPR bis, on peut venir rechercher des réserves antérieurement taxées, qui sont là depuis quelques années, et les distribuer à 15%. Donc, la question du choix est différente aussi. J'ai mis également la question de l'irrévocabilité de la constitution de la réserve de liquidation. Une fois qu'on a fait le choix de la constituer, de payer les 10%, c'est irrévocable. On ne peut pas revenir en disant, écoutez, je me suis trompé, je n'avais pas envie, je reviens en arrière. Non, ça, ce n'est pas possible. Donc, une fois qu'on a fait le choix, on est dedans, on a payé les 10%, ils sont payés et on reste dans ce régime. J'ai mis également, il y a une sorte d'incompatibilité avec le régime des RDT. Le régime des RDT, donc c'est le régime de la directive mère-fille où on ne va pas taxer un dividende qui est distribué par une société fille à une société mère dans laquelle on a une participation d'au moins 10% ou 2,5 millions. Ici, je dis ça pourquoi? Parce que si au final on exonère déjà le dividende, venir payer 10% en amont, ça ne sert à rien. On va payer 10% à fond perdu. Donc, si on a un schéma où on a une société qui est détenue à 100% par une autre société, ne faites pas de réserve de liquidation. De toute façon, vous ne paierez pas d'impôt entre les deux. Donc, il faut être assez vigilant à ça aussi. Et alors, j'ai mis aussi un point d'attention ici. Je considère en tout cas que le meilleur moyen de profiter d'une réserve de liquidation, c'est de mobiliser les fonds qui sont dedans. Parce que si on constitue des réserves de liquidation, on attend la liquidation, on va avoir du cash qui va se capitaliser dans la société, qui va s'emmagasiner. À ce moment-là, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait avec le cash? Et ici, j'ai parlé un peu de la SICAV RDT, on en reviendra tout à la fin, parce que la SICAV RDT, c'est un bon moyen de mobiliser ce cash et de permettre de générer un revenu dans la société qui sera en principe pas taxé. Voilà, il faut un peu avoir ça en tête, jongler avec différentes mesures pour pouvoir profiter pleinement de ce régime. Dans le cas du VPR bis, au niveau des points d'attention, je l'ai dit, on a le perte du régime si on a une cession d'action. J'ai mis aussi attention aux dispositions anti-abus. Bon, ça vaut un peu pour tout le temps, mais on peut créer des actions
catégories d'actions avec plus de droits aux bénéfices, etc., parce qu'on les a créées après, on les a créées maintenant, alors que les autres actions datent d'avant 2013. Attention, hein, quand on commence à chipoter un peu, il faut être assez vigilant. Et je l'ai mis aussi, il faut être attentif. Le VEPR bis ne s'applique pas sur les bonnies de liquidation. Donc, si on liquide une société, ça ne s'applique pas sur le montant qu'on distribue à la liquidation. Donc, dans ce cadre-là, on recommande réellement de procéder à une distribution d'un dividende juste avant, pour appliquer le taux de 15% et faire en sorte que la société soit vidée de ses réserves et après la liquider tranquillement. Voilà. Donc, j'ai mis en conclusion sur ce point-là, la réserve de liquidation, je mets qu'on n'a pas droit au VPR bis, là on se pose la question. Ou alors, lorsqu'on est prêt à capitaliser, on est prêt à attendre et distribuer les fonds à la liquidation pour avoir une sorte de capital pension en one shot. Et le VPR bis, on l'a déjà dit, je me répète, quand on veut sortir du cash immédiatement, ça a un intérêt. Alors ici, on a fait un petit calcul qui est vraiment simple. On compare à gauche le cas d'une liquidation de société. On dit, OK, dans ce cadre-ci, on a 100 000 euros de résultats après impôt. On paye la cotisation de 10%. On a un peu plus de 9 000 euros qui est payé. Et le solde, au moment qu'on met en réserve de liquidation, au moment de la liquidation, on ne paye plus rien. On a 90 000 en poche. Alors que dans le cas d'un dividende distribué dans le cadre du régime VVPR bis, on avait 100 000 euros, on paye 15 000 de précompte, il nous reste 85. Donc l'idée, c'est de montrer que si on peut se permettre d'attendre, qu'on sait qu'on a une liquidation de société dans un horizon pas trop lointain, ou en tout cas qu'on n'a pas de souci à attendre jusque-là, ça vaut clairement la peine de créer une réserve de liquidation. Et à ce moment-là, alors de mobiliser aussi les fonds dans la société pour qu'ils soient productifs, ils génèrent aussi un certain revenu pour la société. Enfin voilà. Euh, pour finir sur ce point, et là c'est peut-être un petit point d'optimisation auquel on pense un peu moins souvent, c'est le cas du dividende intercalaire qui s'applique dans le régime VEPR bis, mais également dans le régime de la réserve de liquidation. Un dividende intercalaire, c'est un dividende qui est distribué en cours d'exercice. Donc il n'est pas distribué au moment de l'Assemblée générale ordinaire. Vous savez que chaque société doit tenir une Assemblée générale au moins une fois par an, c'est prévu par les statuts, pour approuver les comptes et décider de l'affectation du résultat. Mais une société peut tenir à côté de ça autant d'assemblées qu'elle le veut. Vous pouvez en tenir une par jour si ça vous chante. Il faut évidemment un ordre du jour. Mais vous pouvez en tout cas, à un autre moment de l'année, tenir une assemblée générale qui va décider de distribuer un dividende en cours d'exercice. Ce dividende, on l'appelle dividende intercalaire lorsqu'il provient de bénéfices qui ont déjà été réservés, affectés par l'assemblée au préalable. Sinon, on parlera alors d'un acompte sur dividende, mais ce n'est pas l'objet. Mais donc voilà, le dividende intercalaire, c'est jeudi, maintenant, on est le 9 octobre. Moi, j'ai déjà tenu mon assemblée générale en mai, mais je décide de distribuer un dividende. Dans ce cadre-là, ce dividende, je vais venir le prélever sur les réserves qui ont déjà été taxées. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un intérêt à faire ça? Parce que si je distribue un dividende maintenant le 9 octobre, il va faire partie de mon affectation du 31 du 12 2025. Et donc, si je prends l'exemple que je vous mets ici, dans le cas du VEPR bis, mettons, j'ai une société qui a été constituée en 2021. J'ai fait une première clôture au 31 décembre 2022. Alors, à ce moment-là, en principe, je peux distribuer, je vais prendre directement le taux de 15% parce que c'est celui qui nous intéresse. J'ai en principe la possibilité de distribuer des dividendes à 15% lors de l'Assemblée générale ordinaire. Alors, ici, on a mis juin, si on est venu en juin, en mai, peu importe, de 2026. Pourquoi? Parce que ça statue sur les comptes à 2025. On a en effet année d'apport 2022, premier exercice qui suit 2023, deuxième qui suit 2024 et troisième 2025. Donc ça, c'est la répartition bénéficiaire de 2025 me donne droit à 15%. On se dit, OK, moi, alors je vais attendre juin 2026 pour distribuer. Oui, mais si maintenant je fais un dividende intercalaire et que je distribue ce dividende aujourd'hui, il va rentrer dans mon affectation bénéficiaire de 2025. Donc j'aurai droit à 15%. Et donc je peux anticiper, je peux gagner ici par rapport à juin toute une série de mois, plus ou moins 8 mois, et je peux distribuer 8 mois plus tôt. Et donc si vous avez des réserves taxées de l'exercice 22, 23, voire 24, qui ont déjà du coup été approuvées, ça vous permet de les sortir plus tôt. Donc si vous avez un projet perso et vous avez du cash en société, ça vous évite d'attendre un peu la prochaine assemblée générale. Voilà. Ça, c'est le principe du dividende intercalaire. L'administration fiscale a sorti une circulaire à ce niveau-là où elle confirme en effet que le régime, le taux de 15% peut bien s'appliquer dans le cas de figure que je viens de vous énoncer. Et si je prends la même chose avec le cas de la réserve de liquidation, pardon, donc j'ai ici un dividende intercalaire qui est distribué.
Ici, par rapport aux nouveautés qui sont apparues en juillet avec la nouvelle loi, ben, on a un vrai mécanisme d'optimisation. Je vous prends l'exemple de la réserve de liquidation qui a été constituée pour un bilan qui est clôturé au 31/12/2021. Dans ce cadre-là, mon délai de 5 ans commence à compter à partir du 1er janvier 2022. En principe, si j'avais voulu distribuer avec 5%, j'aurais dû attendre l'année 2027. 2022, le 1er janvier plus 5 ans, on arrive au 1er janvier 2027. Oui, mais je vous rappelle que maintenant, on a le nouveau régime en place qui s'applique déjà, qui prévoit la possibilité de distribuer à 6,5% après 3 ans. Ça veut dire ici que dans mon cas de figure, attendez, j'ai fait mon exemple, j'aurai un taux de 6,5% si j'attends 3 ans après cette période-là. Donc, si à partir du 1er janvier 2026, je pourrais avoir un taux de 6,5. Donc, c'est bien après le 1er janvier 2026. Et si j'attends après 5 ans, j'ai droit à 5%. Donc, ici, on a vraiment possibilité d'aller distribuer plus tôt pour pouvoir bénéficier d'un taux de 6,5%. C'est assez important parce qu'avant, on devait attendre 5 ans pour avoir 5%. Ici, on va vous dire, ben, si en réalité, vous attendez 2 ans de moins, vous payez 1,5% en plus. Alors, vous allez dire, oui, ça peut être assez important. Sauf que payer 1,5%, si vous avez mieux à faire de votre argent, ça vaut vraiment la peine. Donc ici, on a vraiment un moyen d'optimiser et de distribuer un dividende plus rapidement. Donc voilà, ça c'est le principe du dividende intercalaire qui se distribue vraiment en cours d'année. Je vous dis, maintenant on est le 9 octobre, vous tenez une assemblée générale, vous décidez de distribuer un dividende, c'est totalement valable. Au niveau des conclusions, bah, très rapidement, mais on les a déjà un peu expliquées, mais à mon sens, la vraie conclusion à avoir en tête, c'est de se dire quel horizon j'ai, quels sont mes projets personnels. Si j'ai pour ambition de sortir du cash assez rapidement, parce que j'ai des projets immédiats, je veux acheter une maison, le VEPR bis a un réel intérêt. On sort le cash plus rapidement. Si au contraire, moi, je sais que je vais encore travailler 5, 6, 7 ans, chaque année, je mets en réserve, mais je n'ai pas besoin des fonds pour l'instant. Il y a un réel intérêt à constituer cette réserve de liquidation, à payer les 10% et au moment de la liquidation, à sortir un gros montant en une fois. Voilà, ça, c'est pour moi vraiment la clé à ce niveau-là. Bon, pour les autres points, ce n'est pas très important. Si ce n'est la question de se dire, ben, si je paye 10% en réserve de liquidation, mais que j'ai des réserves qui après vont chuter, mon activité, je ne sais pas trop vers quoi on se dirige, et les 10% ne sont pas récupérables. Donc, gardez bien en tête que ces 10% sont payés peut-être à fond perdu. Il faut être assez attentif et pouvoir se projeter dans les X prochaines années à ce niveau-là pour optimaliser la sortie et ne pas payer pour rien. Voilà, normalement, vous allez recevoir une petite question ben voilà, qui apparaît juste maintenant. Le timing est parfait. Je vous laisse y répondre et de mon côté, on va passer rapidement sur les tantièmes, mais ça va aller beaucoup plus vite parce que c'est une mesure qui se met un peu moins en place. Le tantième, c'est quoi? C'est une rémunération variable pour les administrateurs. On se base sur le bénéfice d'une société et on décide, alors ça peut être prévu par les statuts ou par l'Assemblée générale, on peut dire à un moment, ben, je vais distribuer un revenu par rapport aux bénéfices pour rétribuer mon administrateur. Alors, il faut qu'il y ait des bénéfices suffisants, il faut qu'on ait un actif net positif. Voilà, il y a certaines petites mesures qui ont pour objet de s'assurer qu'on ne distribue pas un tantième et qu'après, ça coule la société. Le code des sociétés est assez bien rédigé à ce niveau-là et encadre ce type de décision. On le met ici, bon, le tantième, le but, c'est vraiment de récompenser un administrateur pour le travail effectué pour son mandat. Le tantième, il sera imposable différemment si on a une société qui est administratrice ou une personne physique. Si c'est une personne physique, ben, ce tantième va être ajouté à ses rémunérations de dirigeants. Ça va être imposé au taux progressif. Vous savez que les taux progressifs en Belgique, on a une première quotité exemptée d'impôts, puis on passe à 25, 40, 45, et on est quand même assez rapidement à 50% d'imposition. Donc, pour une personne physique, se voir distribuer un tantième, si on a déjà une rémunération qui est non négligeable à côté, on peut vite avoir un revenu qui, au final, va être taxé dans des tranches d'imposition assez élevées. Sans compter on l'a mis ici, les additionnels communaux, les cotisations sociales, etc. Ça peut valoir la peine ici de distribuer un tantième quand on a besoin d'atteindre la rémunération minimum pour avoir le taux réduit à l'impôt des sociétés, un petit tantième pour compléter, pour pouvoir passer dans la tranche à 20% pour l'impôt des sociétés, mais un gros tantième, il faut être assez vigilant
parce qu'on est vite taxé de manière assez élevée, alors que pour la société, la déduction, elle se fait au taux d'impôt des sociétés, hein, elle se fait à 20 ou 25%. Voilà, donc il faut vraiment être attentif à ça et faire un bon calcul à ce niveau-là. Par contre, pour une société, on va venir distribuer et économiser d'une certaine manière pour la société qui attribue le tantième, avoir une charge déductible qui correspond au montant, et pour la société qui bénéficie du tantième, sera imposée au taux d'impôt des sociétés. Donc là, par contre, on a une certaine neutralité sous réserve de l'application des taux réduits, puisqu'on va venir appliquer de la même manière les taux et on aura des régimes fiscaux qui seront assez similaires. Euh, Ça, c'est dans le chef d'une société qui en bénéficie. Donc la société qui a payé, j'ai dit, pour elle, c'est déductible. Euh, et donc, si on a un groupe de sociétés avec des sociétés qui ont peut-être des pertes, etc., il peut y avoir un intérêt à mettre en place des tantièmes. Alors, on le dit, attention, et comme toujours, on ne le fait pas de n'importe quelle manière. Et ici, la conclusion qu'on va avoir à ce niveau-là, elle est un peu générale, c'est de dire, ben, l'administration contrôle, il y a des dispositions anti-abus, on ne s'amuse pas à transférer des fonds d'une société bénéficiaire à une société en perte à son gré, sans justifier quoi que ce soit, juste pour payer moins d'impôts. Ce qui est important à retenir dans le cas du tantième, c'est qu'il faut que ça se justifie, ça rétribue des prestations, il y a un réel objectif derrière. Et alors, on l'a mis aussi également, un tantième, c'est déductible pour la société qui le paye lors de l'année d'affectation, donc l'année à laquelle se rapporte au thème bilantaire, alors que pour la société qui en bénéficie, elle sera imposée lors de l'année dans laquelle elle le perçoit. Donc, il y a un petit décalage à ce niveau-là. Ça permet aussi de différer le paiement d'un impôt. Et on l'a mis ici. Au niveau des tantièmes, on vous recommande vraiment, si vous décidez de mettre un moment en place des tantièmes, bon, c'est une mesure qui est utile, mais ce n'est pas le plus utile non plus. Ça dépend vraiment au cas par cas. Mais on vous recommande toujours de documenter dans des procès-verbaux des assemblées générales la performance de l'administrateur, de fournir des preuves qu'on a eu des beaux chiffres, euh, de garantir une proportionnalité. C'est toujours important aussi quand on met en place des systèmes comme ça, c'est de rester équilibré dans ce qu'on fait. Éviter les rémunérations, on l'a mis, irréalistes pour les sociétés déficitaires. Et alors, on le met, les bonnes pratiques à nouveau, documenter, avoir une vraie politique de tantième, ne pas réduire une rémunération sans justification non fiscale et qu'on ait une vraie substance économique et une cohérence quand on a un groupe de sociétés. Voilà, ça c'est pour les tantièmes. Mais à nouveau, c'est vraiment du cas par cas. On recommande toujours d'en discuter avec vos gestionnaires de dossier, évidemment, et de prendre la mesure de l'utilité du tantième et de considérer l'ensemble des éléments fiscaux. Et alors, on voulait vous faire 2 slides parce que forcément, on est dans une année où on parle beaucoup, si vous lisez la presse économique, je pense que vous verrez très souvent des articles à ce sujet. D'ailleurs, on a quelques captures d'écran à ce niveau-là. Ben, on a 2 choses. Première chose, on a une loi qui est effectivement passée, qui a été votée. Alors, on le rappellera, surtout en tant que juriste, on rappellera toujours qu'une loi qui n'a pas été adoptée et qui n'a pas été publiée est toujours susceptible d'être modifiée. Donc, vraiment, soyez toujours vigilants à ce niveau-là et à ce que vous lisez dans la presse. Il faut vraiment avoir un esprit critique par rapport à ça. Ici, par contre, elle est passée. On a une loi qui est passée fin juillet, qui est venue légiférer à 5 niveaux. En tout cas 5 niveaux qui méritent une attention aujourd'hui. Au niveau des carried interest, alors ça, si vous avez une fois une question à ce niveau-là, je vous recommande de contacter Alexandre, qui est un spécialiste de la matière, qui saura vous aider, vous aiguiller de la meilleure manière possible. Mais on est venu légiférer à ce niveau-là et on va dire un peu encadrer le régime. Donc voilà. On a eu une petite modification au niveau de l'exit tax. En cas de figure où une société transfère son siège et son activité de la Belgique dans un autre État, on est venu un peu légiférer à ce niveau-là. On a eu les alignements des régimes VEPRBIS et de la réserve de liquidation. On a eu largement le temps d'en discuter auparavant. On a la déduction des RDT, donc je l'ai un peu parlé, la directive Murphy. On a un durcissement pour les entreprises qui ne sont pas petites. On va demander à ce que la participation soit reprise en tant qu'immobilisation financière. Alors, ça a un impact au niveau du bilan, mais ça a un impact aussi au niveau de la manière dont on envisage cette participation. Donc, on a vraiment envie d'avoir une durée dans le temps. Ce n'est pas juste un investissement en trésorerie, c'est vraiment une volonté de long terme, en quelque sorte. Ça, c'est assez important aussi et ça nécessite peut-être quelques réajustements dans les comptes. Donc, être bien attentif à tout ça. Et alors, la grande mesure qui est venue, qui est quand même assez importante, c'est qu'on a eu la suppression de l'accroissement de 10% en cas de rectification d'une déclaration. Alors, suppression pas totale.
En réalité, c'est plutôt un remboursement de charges de la preuve. Ça veut dire que maintenant, l'administration fiscale doit démontrer qu'il y a une absence de mauvaise foi dans le chef du contribuable dont on rectifie la déclaration. Et ça s'applique à tous les enrôlements à partir de la date d'entrée en vigueur. Donc, la loi a été publiée le 18 juillet, donc 10 jours plus tard, on est fin juillet. À ce moment-là, la loi entre en vigueur. Donc, pour les enrôlements d'impôts qui datent d'après cette date-là, on a cette mesure qui entre en vigueur. Attention, ça s'applique pour ce qu'on appelle donc les avis de rectification. En cas de rectification des déclarations incorrectes, ça ne s'applique pas pour les notifications d'imposition d'office en cas de déclaration tardive. Donc ici, c'est vraiment si l'administration vient et dit, écoutez, votre déclaration n'est pas correcte, on va la rectifier. Et l'administration a déjà d'ailleurs publié une circulaire où elle dénombre tout un cas de figure où elle estime, bon, vous en jugerez de l'opportunité de son point de vue, mais que certaines infractions sont de mauvaise foi, d'autres pas, etc. Donc on a déjà l'administration qui a déjà plus ou moins donné sa manière de voir les choses. Mais voilà. Mais soyez en tout cas attentifs à ça et on a vraiment une présomption de bonne foi maintenant dans le cadre des contribuables. Ça, c'était donc, je l'ai dit, pour ce qui est déjà passé. Pour ce qui va venir. Et ça, on en parle de plus en plus. Premier élément, ben, en termes de législation sur les droits d'auteur, on a, en tout cas dans le cas de ce qui est énoncé, une volonté du gouvernement de réintégrer les programmes informatiques et logiciels comme des œuvres protégées et donc de permettre aux auteurs qui créent des programmes informatiques et logiciels originaux qui remplissent les autres conditions, attention que c'est un régime très spécifique qui n'est pas facile à mettre en vigueur, mais en tout cas, on dit, ben voilà, ces auteurs pourront percevoir une partie de leur rémunération sous forme de droit d'auteur. Attention que ça, voilà, on est très attentif à la manière dont ça va être légiféré et mis dans les textes. En termes de déductibilité des frais de voiture, on en a beaucoup parlé. L'Europe est venue mettre un peu un frein aux ambitions du gouvernement. Pour l'instant, on a un régime qui, a priori, ne devrait pas changer. On a eu d'ailleurs un amendement très récent qui est aussi venu tempérer la déductibilité des frais de carburant. Donc, a priori, on resterait dans le régime actuel avec un plafond de déductibilité pour les hybrides et les véhicules thermiques, même pour ceux qui sont acquis maintenant en 2025, et une déductibilité encore à 100%, mais qui va être dégressive par la suite pour les véhicules électriques. On parle de réaugmenter la rémunération minimum qui est actuellement à 45 000 à 50 000, et avec une double sanction. Maintenant, si on ne respecte pas cette rémunération minimum, ben, on n'aura toujours pas de droit au taux réduit, ça c'est déjà le cas maintenant, mais en plus on va dire, ouais, si vous avez investi dans des SICA VRDT, et donc en principe vous pouvez exonérer le dividende que vous percevez, si vous ne remplissez pas la condition de rémunération minimale, à ce moment-là, ben, le précompte qui a été en principe retenu par la banque, ben, vous ne pourrez pas l'imputer, vous ne pourrez pas le récupérer. Donc en réalité, vous allez payer même un peu plus que l'impôt des sociétés. Donc ça, c'est une sanction assez lourde. Hein. Si vous faites ce type d'investissement, il faudra être hyper attentif à bien respecter les conditions pour pouvoir récupérer ce précompte. Sinon, ça n'a plus de réel intérêt d'investir dans ce type de produit. On parle également du cotisation spécifique de 5% sur les plus-values réalisées sur ces SICAV. Donc, vous voyez que le gouvernement, un peu dans le collimateur, ce type d'outil qui est assez avantageux. Et enfin, on parle d'encadrer les rémunérations alternatives sous forme d'ATN et de les plafonner à 20% de la rémunération, ce qui risque d'être assez impactant pour toute une série de voitures, par exemple, thermiques, qui ont encore des gros ATN. Ou la mise à disposition d'un logement, Alexandre en parlait tout à l'heure, ben, si on a une société qui met gratuitement à disposition un logement, ça aura un réel impact à ce niveau-là. Voilà, ça c'est pour les mesures. À nouveau, pas de loi qui a été votée et qui a abouti jusqu'au bout. Donc, il faut être hyper attentif à ce niveau-là. Nous, de notre côté, on continue à publier dès qu'il y a des modifications. On refera très certainement un webinaire si on a des gros changements. Inscrivez-vous à notre news pour recevoir tous les articles à ce niveau-là et être bien informés. Et alors, ben, vous avez le e-book que vous pouvez télécharger avec le petit QR code qui apparaît ici, qui vous permettra d'approfondir la matière qu'on a vue ici en 1 heure. 1 heure, c'est trop court. Voilà. Je vous laisse le slide ici. Je pense que le prochain slide, de toute façon, il n'y a pas d'infos. Je vous laisse ce slide-là pour scanner le QR code. Alexandre et moi-même, on reste à votre disposition. Je passerai d'ici quelques secondes le dernier slide et nos adresses mail. Si vous avez des questions aussi dans le chat, n'hésitez pas. On vous remercie beaucoup pour votre présence et on vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.